Merci. Hop là. Merci beaucoup, Antoine. Bon, ben, on va changer effectivement un petit peu de registre et d'imaginaire, puisque ce que je vous propose de réfléchir aujourd'hui, c'est effectivement à l'impact de l'émergence de cette justice dite algorithmique ou gouvernance par les grands nombres dans le champ judiciaire surtout, même si cette émergence modifie de manière fondamentale l'ensemble des aspects qui touchent au droit. C'est la nature du droit qui est modifiée, la décision, le mode de décision des tribunaux, ce sont les stratégies des avocats, et peut-être bien aussi, à relativement court terme, la formation des étudiants qui vont entrer dans un monde marqué, qu'on le veuille ou non, par ce recours croissant à une série de données chiffrées qui orientent le travail de la justice. Alors, il me semble que cette évolution d'un droit gouverné par les grands nombres, par les algorithmes, relance sans doute une traduction fétichiste du droit comme science, un droit fondé dans l'abstraction des données, qui s'embarrasse moins que ce que l'on pourrait espérer du particularisme et de la singularité du cas. Et donc, si on se plaçait dans une perspective historique, au fond, ce recours aux algorithmes s'introduit, me semble-t-il, ou s'inscrit dans une tendance relativement ancienne qu'on pourrait d'un trait appeler le droit de la règle, un droit de la règle marqué par un idéal de perfection, de prévisibilité la plus aboutie possible, dont rêvaient déjà les théoriciens de la codification au XVIIe siècle. Je pense à des gens comme Leibniz ou Doma. Et on l'opposerait sans doute à une tradition casuistique faisant surgir le droit du cas, privilégiant à l'automaticité de la règle un principe de discussion, un principe d'argumentation, faisant place aussi à l'intuition du juge et donc à sa part de subjectivité, même s'il s'agit d'une subjectivité sous contrôle dans la décision judiciaire. Il y a donc toute une série de manières d'envisager cette question de l'automatisation croissante de la justice sous influence des big data, mais je suis quand même effectivement pénaliste et criminologue, et je voudrais aborder les enjeux de cette justice de manière un peu indirecte, en revenant sur une technologie utilisée de manière croissante en justice pénale dans le monde anglo-saxon. Elle émerge dans le monde francophone, mais avec plus de résistance, qui tiennent sans doute aux enjeux et cette opposition que je viens d'évoquer, qui est le recours à la justice actuarielle. La justice actuarielle, parce que d'abord elle émerge au début du XXe siècle, donc c'est un projet relativement ancien. Toute l'idéologie algorithmique qu'on reconnaît aujourd'hui relance dans le champ de la justice pénale un idéal qui a déjà fait l'objet de discussions il y a un siècle, et c'est là que l'histoire m'intéresse. Elle est un réservoir extraordinaire d'échanges d'arguments pour comprendre les enjeux contemporains, et donc elle incarne au fond une première forme, ou la première forme dans le champ pénal de ce rêve d'une justice automatisée, reposant sur le croisement de données abstraites, justice algorithmique avant la lettre, et puis il y a évidemment son retour contemporain aujourd'hui qui se font très très bien dans l'imaginaire algorithmique. J'essaierai de le souligner. Donc je voudrais procéder en deux temps, un retour sur ce qui se joue sur ce débat, ces discussions au début du XXe siècle. Première ébauche d'une gouvernance du crime qui fait place à ce mode de justice qui est fondé sur le profilage et sur ce qu'on appellerait aujourd'hui du data mining, c'est-à-dire la récolte de données abstraites que l'on croise pour définir des profils de risque, et puis dans un deuxième temps évoquer sa résurgence contemporaine et cibler certains enjeux pour le droit, mais des enjeux plus politiques et sociaux que cette résurgence souligne.
Donc, flashback sur la fin du 19e, le début du 20e. Alors, rappelle certaines choses qui sont peut-être des évidences pour certains d'entre vous. Mais la fin du 19e est marquée dans le monde occidental, dans le champ pénal, par la remise en cause de ce qui domine à l'époque, une idéologie pénale classique ou néoclassique, remise en cause de ses principaux postulats, liberté, libre arbitre, responsabilité morale du sujet, légalité des incriminations, proportionnalité des peines, sous les coups de ce qu'on appellera à l'époque, fin du 19e, la révolte positiviste. Alors la révolte positiviste, c'est d'abord une posture épistémologique, avec de nouveaux axiomes, expérimentation, vérification, sur fond en sciences humaines d'une conception évolutive de l'être humain, mais qui fait aussi place à son double inversé, à l'époque, place dans ses analyses à des phénomènes d'involution. Phénomène d'involution perçu comme particulièrement problématique à l'époque parce que l'époque est dominée par la peur de la dégénérescence. Et donc tous ces involués constituent une menace sociale considérable pour l'évolution, le processus d'évolution de la civilisation. Alors dans le champ pénal, cette posture épistémologique signale la naissance de la criminologie comme science, criminologie qui a une particularité dans le champ des sciences, qui est de se construire d'entrée de jeu, ou d'inscrire d'entrée de jeu son projet de connaissance comme instrument auxiliaire au service du contrôle social. C'est quelque chose de sans doute assez inédit dans le champ de la construction des disciplines scientifiques. Ce n'est pas une discipline qui se crée d'abord comme champ de connaissance pour la connaissance, c'est un projet qui est d'entrée de jeu indexé à une logique administrative. Elle se met au service d'une logique de contrôle social. Et donc, dans le contexte qui est socialement et politiquement très perturbé de la fin du XIXe siècle, en Belgique, c'est l'époque quand même d'une série de troubles, ce sont les grèves sanglantes de 1886 et des années qui suivent, eh bien, cette criminologie qui se pense comme outil de contrôle social va se décaler des principes et des techniques du droit pénal traditionnel à fondement rétributif, un droit pénal traditionnel que l'on juge parfois laxiste, en tout cas inefficace face à des délinquants dangereux. La priorité change, il s'agit de défendre la société contre ce que l'on va appeler à l'époque des individus dangereux, dont il s'agit non plus de rétribuer la faute morale, mais bien de prévenir, de détecter, de prévenir le passage à l'acte primaire ou la récidive étant un des grands thèmes de l'époque. Donc ce thème de la dangerosité s'impose, et avec lui, le recours déjà à la science. Le recours à la science contre le droit comme méthode sûre d'identification du risque réel ou potentiel d'un individu qui apparaît comme d'autant plus dangereux que dans la tradition qui se met en place, il est construit comme déterminé, comme prédisposé par nature au crime. Alors comme le souligne Nietzsche dans le Gai Savoir, l'époque est prise, et ce qui se joue dans le thème de la criminologie en donne une très très belle illustration, l'époque est prise tout entière par un furieux désir de certitude. Je cite, « un furieux désir de certitude qui se décharge aujourd'hui par bataillons massifs dans la littérature scientifico-positiviste, ce désir de vouloir à tout prix posséder quelque chose de sûr. » Alors ce désir de certitude va s'exprimer et faire débat sur la question de la dangerosité. Comment détecter, comment identifier, comment cartographier ces individus dangereux pour penser des politiques prophylactiques adaptées. Et un débat émerge alors sur le plan des technologies d'identification, avec un écart qui se creuse rapidement entre ceux qui prennent appui sur un imaginaire personnalisé de la dangerosité, d'une part, et d'autre part, ceux qui déjà se réfèrent à une idéologie désubjectivée du risque. L'imaginaire de la dangerosité, il suppose qu'il existe un individu dangereux qu'il s'agit d'identifier pour prévenir son passage à l'acte ou sa rechute. La dangerosité repose donc sur un rapport d'imputation
entre un symptôme repérable chez un individu singulier, qualité immanente du sujet, et la probabilité, en partie toujours aléatoire, d'un passage à l'acte. Le diagnostic de dangerosité se fait au cas par cas, dans un échange clinique, marqué par la subjectivité de l'interaction dans une perspective, au fond, herméneutique. L'aléa reste, lui aussi, celui de l'induction probabiliste. En face, émerge une logique de dépistage des risques qui se veut plus systématique, moins aléatoire, moins dépendante du cas. La proposition, ce sera ici, à l'aide d'échelles de risque déjà, de penser l'identification non plus d'un individu dangereux, mais de groupes à risque, en s'inspirant des techniques issues de l'actuariat. L'objectif, en se détachant d'une expertise individuelle qui laisse hors du champ de la détection et de la prévention un nombre trop important d'individus potentiellement dangereux, l'objectif est de penser un dépistage étanche, sans trou, pour détecter, comme le dira le président de l'Association américaine de psychiatrie en 1914, tous les faibles d'esprit, tous les aliénés incurables, tous les criminels récidivistes. Pour ce faire, des échelles de risque sont testées aux États-Unis à partir des années 1920. Elles permettent de déterminer des profils à risque, non plus sur base donc d'un symptôme à décoder, mais bien sur fond du croisement de données abstraites ou facteurs de risque dont la mise en relation, la corrélation, rend plus ou moins probable l'avènement du comportement indésirable. Un score de risque est alors décerné dont peut découler une décision qui prend des allures de décision automatique. Analysant la logique de ces échelles, le sociologue français Robert Castel soulignait qu'elles introduisent une évaluation prédictive qui, au fond, ne traite plus des individus, mais des facteurs, des corrélations statistiques d'éléments hétérogènes susceptibles de produire du risque. Alors, à l'époque, l'imaginaire du risque et ses référents actuariels ne gagnent pas la bataille. Les échelles de risque sont mal construites, elles apparaissent peu fiables en termes prédictifs. L'idéal de prévention parfaite qu'elles incarnent est associé à une forme d'eugénisme et se heurte au fond aux idéaux intégrateurs de l'État social. En outre, la fin du siècle est freudienne et donc les psychiatres cliniciens vont l'emporter sur les psychologues testeurs. C'est intéressant de voir que déjà à l'époque, on a cette opposition autour de la question de l'expertise entre des psychiatres qui défendent des approches cliniques et des psychologues qui, eux, favorisent la logique des tests et des échelles. L'univers subjectivant de la dangerosité qui privilégie une approche étiologique, recherche des causes et compréhensive, approche biographique et clinique, l'emporte sur la logique dépersonnalisée du dépistage actuariel des risques. Toutefois, une brèche est ouverte qui souligne la fascination pour un mode d'évaluation qui repose sur des outils qui, déjà à l'époque, sont promus en tant qu'ils seraient scientifiques, neutres, objectifs, permettant un mode de décision automatique, là où, à l'inverse, l'expertise clinique ouvre, elle, le champ à des discussions sans fin, laissant place, in fine, à l'arbitraire d'une décision non programmée, une décision qui s'apparente à un pari. Retour de ce risque à l'ère algorithmique dans le champ pénal aujourd'hui. Alors, je ne veux pas ici évoquer toutes les mutations de la pénalité contemporaine. Elle est parfois qualifiée assez justement de volatile et contradictoire. Et donc, effectivement, on assiste là
à un patchwork d'évolution en sens divers, que cela soit le retour du rétributivisme, just desert aux États-Unis, que ce soit l'émergence d'une culture du contrôle, la montée du managérialisme croissant, et en face un idéal de justice restauratrice qui traduit des options assez différentes. Il y a là effectivement tout un ensemble. Ce qui est sûr, c'est que parmi les différentes tendances actuelles ou contemporaines, l'impact d'une culture du contrôle se traduit notamment par le retour d'un engouement pour cette pénologie actuarielle qui fait largement appel aux échelles de risque. Alors, deux facteurs principaux qui, à mon sens, expliquent l'engouement pour cet instrument technique dont les générations toujours plus sophistiquées se succèdent. Dans le champ des échelles des risques, vous avez exactement la même évolution qu'en ce qui concerne le DSM en matière de psychiatrie. Vous avez un modèle 1, un modèle 2, un modèle 3, un modèle 4 qui se succèdent, reproduisant presque toujours les mêmes logiques de fond. Deux facteurs explicatifs. La première, et je dois cette formule au néo-foucaldien Niklas Rose, une volonté croissante de discipliner l'incertitude par le recours à des instruments objectifs et fiables. Alors, la formule de Niklas Rose est intéressante parce qu'elle fait quand même très largement écho à celle de Nietzsche, qui un siècle plus tôt, je vous le rappelle, évoquait à propos de la tentation scientiste un furieux désir de certitude. Et puis un désir de science. Un désir de science, une volonté de remplacer l'expertise de dangerosité jugée subjective, arbitraire, peu fiable, par un instrument scientifique, neutre, objectif, débarrassé de tout enjeu axiologique, un instrument qui serait aussi plus égalitaire, puisque appartenant à un type de profil, tout individu serait soumis en fonction du score qu'il a obtenu, au fond, à une décision automatique et égale pour tous les individus se trouvant dans la même situation. Alors en pratique, l'objet de ce qu'on appelle le risk assessment aujourd'hui dans le champ pénal est double. D'une part, il s'agit de classer des individus en fonction de leur risque sécuritaire, en prenant appui sur des variables comme par exemple les antécédents judiciaires, l'âge, le genre, l'origine ethnique, mais en prenant appui aussi sur leurs besoins criminogènes, les criminogenic needs, c'est-à-dire l'absence d'emploi, l'absence de stabilité familiale, la consommation de drogue et d'autres facteurs de ce type. Cette double grille de facteurs, on parle de grille risk needs, permet alors de fixer un score de probabilité qui doit aider les acteurs judiciaires à prendre des décisions sur l'octroi ou non d'une libération conditionnelle, par exemple, puisque c'est essentiellement d'abord dans le champ du post-sentencing que le recours à ces échelles s'est imposé. Mais d'autre part, la classification selon les risques et les besoins permet de déterminer des programmes d'apprentissage qui sont adaptés au groupe d'individus en fonction de leur réceptivité, qui est-elle également scorée à l'aide de facteurs, en fonction de leur réceptivité à ces programmes, ceci pour freiner la récidive. Ces programmes, et ce n'est pas tout à fait anodin, ces programmes sont vendus comme behavioristes, dans la mesure où la stratégie cognitivo-comportementale, qui consiste à enseigner plutôt qu'à traiter, est perçue comme la plus vigoureuse pour influencer, modéliser les comportements. Le recours à ces échelles s'est donc multiplié dans le monde anglo-saxon. D'abord, je l'ai évoqué au stade du post-sentencing, pour déterminer par exemple l'octroi d'une libération conditionnelle ou d'une libération provisoire, et puis progressivement au stade du sentencing, pour déterminer la peine qu'il s'agit d'infliger à un individu à risque potentiel. Chez nous, dans le monde francophone, elles rencontrent une plus grande résistance, mais elles s'introduisent néanmoins par le biais d'un champ spécifique qui est celui de l'internement, ce
qu'on appelait la défense sociale auparavant, où le recours à des échelles de risque est utilisé. Et tout récemment, je l'ai appris il y a 2 semaines, je ne le savais pas, dans celui de la justice des mineurs. Cette justice est appelée à se défédéraliser et en Flandre, décision a été prise d'avoir recours à ces échelles de risque pour aider les juges de la justice des mineurs pour les aider à calibrer la mesure qu'il s'agit de prendre à l'égard des mineurs auteurs d'infractions, puisqu'on ne parle plus aujourd'hui d'auteurs de faits qualifiés d'infraction, mais bien d'auteurs d'infractions. Alors, je voudrais, en guise de conclusion, évoquer quelques enjeux que représente le recours à ces échelles de risque dans la justice pénale, mais ce sont des enjeux qui sont peut-être plus généraux et qui dépassent ce cadre spécifique. Le premier a trait à l'imaginaire fascinant de neutralité et d'objectivité de ces échelles. Il y a quelques mois, nous avons reçu ici, dans le cadre d'une conférence consacrée à la justice pénale, le docteur Leistet, un psychiatre travaillant à l'Université libre de Bruxelles, je pense que c'est à Mons qu'il est, et il vendait, lui, ces échelles de risque, et l'argument c'était enfin un instrument qui soit neutre et objectif. Alors, je pense que c'est un leurre. Je pense que c'est un leurre et en réponse, face à un public d'étudiants, j'avais évoqué l'écart qui pouvait séparer l'examen multiple choice, qui est le parallèle au fond de l'échelle de risque, à l'examen oral, et en leur posant la question, tiens, mais si on est vraiment dans l'évaluation orale, qui est une expertise, l'équivalent d'une expertise au fond subjectivée, si on est dans l'arbitraire, vous êtes carrément masochiste puisque vous n'arrêtez pas d'en demander, que vous ne voulez pas de ce multiple choice. Il y a donc là quelque chose quand même qui est peut-être à réfléchir autrement. Alors, ce que je pense fondamentalement, c'est que ces échelles de risque, évidemment, sont aussi des constructions. Ce sont des constructions complexes qui font place à des éléments politiques, culturels, institutionnels, personnels. Leur neutralité axiologique est un leurre. Par ailleurs, les variables retenues qu'il s'agit de scorer sont évidemment largement sujettes à interprétation. Parmi les facteurs, il s'agit d'évaluer par exemple la faible habileté sociale, le fait qu'un individu soit favorable au crime, le fait qu'il n'ait aucun intérêt particulier, aucun intérêt personnel. Donc chasser par la porte la part indissociable de subjectivité dans l'évaluation revient par la fenêtre. La seconde a trait à la fiabilité, argument régulièrement mis en avant. Le principe de l'échelle, c'est de déterminer un profil de risque sur base du croisement d'une série de données abstraites, mais sur base aussi du principe d'une congruence entre le sujet, la personne en question, et le profil préconstruit auquel on l'associe. Mais rien ne garantit évidemment que la loi générale établie, qui est peut-être globalement statistiquement correcte, ne soit pertinente pour le cas en cause. C'est tout l'écart qui peut toujours séparer une personne de son double numérique. Et cet écart est dans nombre de cas absolument invérifiable. C'est le problème, par exemple, de tous les faux positifs qui seraient incarcérés, dont on ne sait évidemment pas si, laissés en liberté, ils se seraient conformés au profil de risque auquel ils étaient associés ou non. Il y a là une espèce de point noir qui empêche la vérification. La décision repose donc moins ici sur un principe de justice que sur un principe d'efficacité ou de gestion efficiente d'individus potentiellement à risque. On est dans une perspective qui est très très classiquement utilitariste. Troisième remarque, le succès de ces échelles traduit une revanche des sciences probabilistes sur les sciences étiologiques et compréhensives.
Revanche, aujourd'hui, très clairement, des psychologues testeurs sur les psychiatres cliniciens. Revanche, des approches comportementales sur les approches herméneutiques et cliniques. Enjeu derrière ces oppositions, une conception très très différente du sujet comme individu en partie autonome ou comme agrégat de données. Ces échelles ne sont donc pas du tout neutres politiquement, elles s'inscrivent dans un mouvement beaucoup plus général qui privilégie une approche managériale de la justice pénale, plus intéressée par des faits bruts, par la gestion comptable des stocks, que par une démarche de compréhension des sources d'un problème menant à une carrière criminelle. Et enfin, je termine par là, le quatrième a trait à l'utilisation ou au mode d'utilisation de ces échelles. On pourrait bien sûr estimer, et c'est un avis qui est très régulièrement entendu, que bien sûr elles sont problématiques en tant que telles si elles constituent le seul référent d'une décision, mais que quand même elles constituent un appui intéressant. Qu'elles constituent un appui intéressant, pour autant qu'elles ne s'imposent pas comme référent unique. La question est de savoir si cette position intermédiaire est réaliste, dès lors que la logique ultime du recours au big data qu'elles impliquent est au fond de modéliser les comportements. Et Antoinette Rouvroy, qui n'a rien d'une pénaliste, c'est une chercheuse FNRS à l'université de Namur, qui travaille sur toute cette logique algorithmique, dans un petit texte de vulgarisation, posait très bien le problème. Et je la cite, elle dit ceci: « Imaginez un système d'aide à la décision judiciaire fondé sur la modélisation algorithmique du comportement des personnes récidivistes. Alors qu'il ne s'agit en principe que de recommandations automatisées laissées aux fonctionnaires, il y a fort à parier que très peu s'écarteront de la recommandation négative, celle qui suggère le maintien en détention, quelle que soit la connaissance personnelle qu'ils ont de la personne concernée, quelle que soit leur intime conviction quant au risque de récidive, car cela impliquerait de prendre personnellement la responsabilité d'un éventuel échec. Il faut en effet une sacrée force pour résister à l'objectivité machinique des profilages automatiques. Et donc il me semble que le recours à ces échelles qui s'inscrit très très bien dans ce projet algorithmique contemporain vient souligner à nouveau des tensions très classiques et très anciennes qui traversent le droit et son histoire. Droit de la règle versus droit du cas, régulation automatique versus débat judiciaire argumenté, justice programmée versus justice comme pari, formule que j'emprunte à Ricoeur, justice fondée sur l'objectivation versus justice faisant place à une forme de subjectivation. Voilà les quelques éléments que je voulais vous soumettre.